Bonjour à tous. Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, le micro marche, ouais, j'ai l'impression. Ok, super, merci. Oui, donc, pour commencer sur ma ferme, alors elle est peut-être un peu spécifique aux fermes du réseau MSV que vous pouvez rencontrer. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre une ferme familiale céréalière d'une taille conséquente à la reprise qui faisait à peu près 80 hectares. Et en fait, finalement, donc une ferme 100% convertie en bio depuis 2017 et dont l'atelier principal était des grandes cultures et un atelier annexe aussi de production de miscanthus qui est valorisé en vente pour du paillage, notamment du paillage horticole. Le, les légumes, en fait, sont arrivés un peu plus tard, à partir de 2019, et ils sont apparus sur la ferme. Et de manière, justement, la question c'était est-ce qu'il faut diversifier nos systèmes? Finalement, nous, les légumes, ils sont arrivés comme un atelier de diversification sur cette ferme céréalière pour apporter un plus différent. Mais dans la question de la diversification, on n'est pas forcément rentré dans un système de maraîchage très diversifié. On a une ferme avec à l'origine 80 hectares, donc avec des contraintes aussi de parcellaires plutôt plus importants que sur des fermes maraîchères, des espaces assez ouverts. C'est pour ça que j'ai mis une photo, non pas de légumes, mais en fait c'était pour à peu près caractériser. Voilà, on peut avoir des champs de ce type, de 7 hectares, avec des ripisylves parfois qui referment. Entre-temps, on a essayé de remettre des haies, mais quand même, on a des parcelles d'une certaine dimension où finalement la mécanisation, elle est une composante structurelle de la ferme du fait qu'on a des grandes cultures. Et l'idée, ça a été de rentrer plutôt en fait des légumes de plein champ et des légumes racines. Pourquoi des légumes racines? C'était des légumes plutôt de conservation, l'idée, et des légumes qu'on peut mécaniser. Alors bien sûr, quand on part de zéro, on ne va pas investir dans de la grosse mécanique. On n'est pas et on part pas direct en faisant 10 hectares de pommes de terre ou 10 hectares de carottes. C'est pas du tout l'objet. Aujourd'hui, la ferme s'est agrandie entre temps. Donc, ce qui a permis, on est sur un projet collectif d'une ferme qui a été dispatché en 8 porteurs de projets. Et donc, nous, on est parti sur l'atelier grande culture de cette ferme. Et donc, ce qui a permis d'accueillir un nouvel associé également sur la ferme. Et donc là, vous voyez quelques chiffres. Les chiffres que vous voyez économiques dans les 3 derniers CA ne tiennent pas compte en fait de cette nouvelle structure qui a rajouté quand même 50 hectares à la ferme. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur une dynamique de un peu plus de 130 hectares, avec finalement un atelier légumes qui représente entre guillemets que 7 hectares, mais qui représente déjà 7 hectares parce qu'il nous occupe bien plus que le reste. Alors là, c'est un peu pour brosser la partie économique. Sur les contraintes un peu qu'on a aussi, on n'a pas de, on a, on n'a pas de système. Là, je voyais système de culture sous abri. Donc ça, on n'a pas du tout. Je vous disais, on est parti vraiment sur des légumes de conservation, plus des courges. Donc dans la liste de légumes, on va avoir pommes de terre, carottes, céleri, des navets, des rutabagas. On se bat avec un peu de chou, mais on se demande si on va pas arrêter. Et sinon, des betteraves, voilà, mais que des légumes racines et des courges, et un petit peu de courges. Et la répartition là-dessus, la moitié plus de la moitié de ces 7 hectares, presque les 70% de ces 7 hectares, ça va être des pommes de terre et des carottes. Des cultures finalement qu'on peut mécaniser assez facilement, mais pas non plus sur des grandes surfaces. Ça va être 3-4 hectares de pommes de terre et entre 1 et 2 hectares de carottes. Donc qu'on mécanise à l'échelle de notre petite ferme. Et ce qui fait qu'on ne rentre pas forcément dans les marchés des grossistes, mais on est plutôt sur ce qu'on peut appeler du demi-gros. Donc on n'a pas actuellement dans notre modèle économique, on n'a pas de vente directe à la ferme. On va beaucoup travailler avec des partenaires locaux, des collègues maraîchers par exemple, qui n'ont pas forcément d'outils de mécanisation pour faire ces surfaces de carottes, mais qui ont quand même des débouchés sur des marchés ou des paniers pour écouler des carottes. Donc on va travailler en collaboration avec eux. On va travailler beaucoup plus aussi avec des magasins spécialisés bio et puis après des magasins de primeurs. Mais voilà, on reste vraiment sur cette dimension de micro. Donc on n'a pas de culture sous abri.
On n'a pas d'irrigation dans notre système de légumes actuellement. On a sur une partie de la ferme des 50 hectares qui sont rentrés dernièrement, c'est un système irrigué parce que la particularité de la ferme, du coup, maintenant, c'est qu'elle est vraiment dans deux conditions pédoclimatiques très différentes, à 10 km les deux sites l'un de l'autre. Dans une partie, là où on fait les légumes, on est dans des sols limon, battants, blancs, hydromorphes, où finalement, tout a été drainé dans les années 70-80. Et de l'autre côté, on est dans des sols sableux, caillouteux, où en fait, là, si vous n'avez pas d'irrigation, même des céréales, des grandes cultures vraiment du mal à pousser. Jusqu'à présent, on n'a pas encore investi de légumes de plein champ dans ces sols-là. Ça fait que 2 ans maintenant qu'on est dessus. Et bon, il faut qu'on adapte peut-être un peu et qu'on réfléchisse quels légumes pourraient rentrer ici. Alors là, ça c'est pour on va dire pour dresser un peu le portrait économique et contextuel de la ferme. Pourquoi aujourd'hui je suis ici pour, vu qu'on parle le nom de l'association, hein, c'est MSV, Maraîchage Sol Vivant. Bah, je pense qu'il nous réunit tous aujourd'hui, c'est cette dynamique autour du sol vivant. Et donc bah, peut-être que dans une ferme de cette taille, l'approche, et aussi avec la mécanisation, hein, qu'on disait, donc mécanisation, c'est-à-dire des grosses moissonneuses qui vont venir sur les champs, des tracteurs quand même régulièrement qui passent. Donc ces problématiques de tassement, je vous parlais de sol hydromorphe, battant, donc aucune stabilité structurale. On a aussi une dimension de surface, c'est-à-dire que nos légumes rentrent en rotation, hein, ce n'est pas des parcelles dédiées, ils rentrent en rotation avec les grandes cultures. Et donc, dans certaines techniques pour obtenir pour aller vers plus de sol vivant, on pourrait imaginer apporter énormément de compost, énormément de matière organique sur ces sols. Sauf que le problème, quand vous faites, je ne sais pas, moi, si vous voulez apporter 100 tonnes, et vous le faites fois 130 hectares, c'est inconcevable, c'est impossible. Et économiquement, même sur de la grande culture, ça tient pas. Donc en fait, dans notre système d'approche du sol vivant, on essaye d'avoir un rapport à la matière qui est différent, avec finalement des techniques différentes. Et donc dans nos systèmes, on essaye de beaucoup valoriser l'autofertilité. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la ferme, une ferme de cette taille, on achète, donc on n'a pas d'élevage, hein, on achète zéro engrais jusqu'à présent, d'engrais par exemple organiques de Big Bag, style Fiante ou autres sang séché ou d'autres matières de ce type, on va dire à réponse rapide, au moins en bio, quoi. Donc notre système, il est basé sur l'apport d'engrais verts en fait dans le sol et de travailler sur l'inoculation d'une activité biologique qui va être intéressante pour la valorisation de ces engrais verts. Et donc pour ça, on travaille avec ce qu'on va appeler des ferments ou ce qu'on peut appeler aussi des EM, hein, les micro-organismes efficients, et les thés de compost. Et donc la base de notre système en sol vivant, c'est vraiment d'apporter des engrais verts, et des engrais verts encore non pailleux, qui sont encore très riches en sucre, qui vont permettre en fait à tous ces micro-organismes qu'on apporte de se développer très rapidement, et en fait d'engager des processus qui vont être très favorables à l'humification. Et aussi dans nos sols qui se tassent facilement, eh ben, on n'hésite pas encore à utiliser parfois de la fissuration, où on va injecter aussi, on va inoculer cette activité biologique dans les sols. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de comment on fabrique nos EM et tout. En gros, on achète une solution mère qu'on multiplie, et après, on l'applique sur les champs au moment où on rentre nos couverts dans le sol, où on les mélange dans le sol. Donc, on les mélange sur 5 cm, sur les 5 premiers centimètres. Et après, on a aussi recours à de la fissuration, on va les utiliser. Après, en pulvérisation foliaire sur les plantes, là, on va plutôt travailler avec ces EM, mais aussi là, on peut compléter avec des thés de compost ou alors des préparations fermentées d'ortie, de consoude. On essaie de diversifier au maximum. Et en fait, finalement, en apport d'amendement et de ferti, on a quasiment. Alors, il peut nous arriver encore d'apporter des chollages hein, sur certaines parcelles qui le nécessitent, ou alors un peu de soufre élémentaire, ça nous arrive aussi de le faire, ou alors de la kiésérite qu'on apporte encore, parce qu'on a une particularité dans nos sols. Mon père avait apporté quand même des quantités de compost, une dizaine de tonnes tous les 2 ans à peu près, pendant quelques années dans la rotation céréalière. Et on avait des sols déjà assez riches en potasse. On a vu qu'on a saturé nos sols en potasse. Et du coup, on apporte
Et par contre, on a des sols qui sont assez faibles en magnésium. Du coup, on a arrêté d'apporter des composts et on apporte de la késérite pour remonter nos sols en taux de magnésium. Et mais voilà pour l'approche agronomique. Donc, on apporte très peu de matière. Et en apportant très peu de matière, je crois voilà, les taux de MO, je vous les ai mis. En 2019, quand on a commencé, je vais finir là-dessus. En 2019, quand on a commencé l'application de ferments sur la ferme et l'utilisation de ces EM et des couverts verts qu'on réintègre au sol, on est parti sur les meilleures parcelles. On était autour de 2,5 de matière organique. Et on avait décidé de faire sur certaines parcelles, sur 3 parcelles, on avait pris en 2019, on s'est dit on va prendre un instant T des niveaux de matière organique. Et 4 ans après, en 2023, parce qu'on avait vu que nos sols changeaient, on s'est dit on va regarder ce qu'on a eu comme évolution. Et en fait, on se rend compte que sur certaines parcelles, en l'espace de 4 ans, on a quasiment gagné pas tout à fait 2 points de matière organique sur les analyses de matière organique par ces techniques-là. Donc, avec, comme je disais, un rapport peut-être à la matière qui est beaucoup moins important que d'apporter énormément de compost, et donc, du coup, qui convient bien à notre système. Et par rapport à ça, par rapport aux éléments nutritifs, on s'est rendu compte aussi que sur ces parcelles-là, par exemple, le phosphore, hein, qui est quelque chose qui peut être très bloqué dans les sols, qui est très présent finalement dans les sols, mais qui peut être bloqué, on l'a aussi rendu beaucoup plus biodisponible. C'est-à-dire que ça, c'est toutes des parcelles qui n'avaient plus d'apport de compost depuis 2016, peut-être les dernières 2018. Et on s'est rendu compte qu'en 4 ans, on a presque doublé, pas tout à fait, on faisait plus 80% sur en fait le phosphore disponible. Donc le phosphore Olsen d'une analyse avait fait plus 80% sans aucun apport de matière. Tout ça grâce en fait à l'effet de boost sur l'activité biologique. Voilà, je crois que les témoignages. Oui, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder. On fera une session de questions-réponses à la fin des 4 présentations. Désolé, voilà. j'ai dû beaucoup résumer, donc on perd beaucoup de l'aspect de la complexité des choses. Mais en tout cas, Mais après, de merci. toute Voilà. façon, les gens vont pouvoir Voilà, venir te voir exactement. directement sur les temps de pause et te poser plein Ah de bah super. questions aussi. Du coup, bonjour, je m'appelle Madi, je viens du Calvados. Je voulais commencer peut-être par remercier Aude qui m'a proposé de venir vous faire une intervention lors de ce MSV national. Du coup, j'ai accepté un peu facilement. Quand elle m'a dit que c'était en Alsace, je lui ai dit ça, c'est pas MSV national, c'est MSV international. Et du coup, j'ai cherché un peu à esquiver. Et après, je lui ai dit non, mais attends, le lundi, là, c'est mon anniversaire le 21 octobre, je peux pas venir. Bon anniversaire. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais te mettre bien, j'invite des amis, on va fêter ça. Donc voilà, bref. Donc du coup, on est installé avec ma femme, qui est aussi mon associée, depuis 2019. Donc dans le Calvados, pour faire simple, entre Caen et le Mont-Saint-Michel, pour que ça parle à tout le monde. Du coup, nous, on n'est pas issus du milieu agricole, donc on est en reconversion, enfin on a fait une reconversion professionnelle. Moi, j'étais ingénieur, ma femme était dans le marketing. Ok. Donc voilà, ça c'est qui on est. Et donc on s'est installé donc sur une ancienne ferme laitière qui était assez grosse à une époque. Nous on a récupéré que 10 hectares, ce qui est déjà pas mal pour faire du maraîchage, mais il y a quand même pas mal de vallées et de terres pas faciles à cultiver. Et on avait un verger qui était déjà en place. Donc la spécificité de la ferme, c'est la diversification, et comme c'est le thème de la rencontre, ça tombe bien. Pour juste revenir sur les chiffres, du coup, on est plus ou moins arrivé à notre rythme de croisière à 60 kg € de chiffre d'affaires. Donc on a un atelier, je rentrerai après dans le détail sur la description des ateliers. Je vais vous présenter la ferme et puis je vais vous présenter aussi quelques chiffres. Donc ça c'est une photo satellite de la ferme. Donc on voit les 10 hectares là, entourés en jaune. On a le verger qui était planté en 93, qui était déjà existant. On a la zone maraîchage, donc encadrée en vert, qui fait à peu près 5000 m².
et la zone poule pondeuse numéro 2, qui est entourée en rouge. Et tout le reste, tout ce qui est violet, c'est la partie où les moutons vont pâturer. Donc voilà. Et le reste, ça va être de la vallée qui est pas facile d'accès, où on va dire que nous, on est allé 2-3 fois depuis qu'on a acheté la ferme. En exagérant. C'est une randonnée, quoi. Aude à pratiquer. Du coup, je vais rentrer dans le détail de la partie arbo. Donc le verger déjà existant qui fait à peu près 200 pommiers haute tige, 200 pommiers basse tige, déjà plantés, déjà en production. Quand on est arrivé, nous, on ne savait pas vraiment quoi en faire. On a proposé la première année à des particuliers de ramasser pour ne pas perdre les pommes. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait des gens qui sont venus, mais qui n'étaient pas des particuliers, et qui revendaient nos pommes. Donc on s'est dit, ben, si ça se fait, on va le faire aussi. Du coup, la deuxième année, on a fait faire, donc on fait ramasser des pommes, et on fait entre 30 et 60 tonnes, qui sont valorisées à 210 € la tonne. Donc ce qui fait un revenu en faisant pas grand-chose, parce que le verger est déjà planté, et comme on sous-traite la partie ramassage, livraison, en gros, c'est un peu tout bénéf pour nous. Dans le verger, on a rajouté les ruches. C'est plus des ruches pour polliniser et on fait un peu de récolte, mais c'est pas pour la vente. Du coup, le gros, je disais, est ramassé et livré à la coopérative. Et nous, on s'est dit quand même, faut quand même qu'on apprenne un peu à valoriser nos pommes. On a appris à faire du cidre. Donc, on a un ancien qu'on a rencontré via des connaissances, qui nous a dit, ben, moi je cherche des pommes. On nous a dit, ben, nous on a des pommes. Il nous a ramené son matériel, il l'a mis à la ferme et on a commencé chaque année à faire notre cidre avec lui et avec son matériel. Et du coup, il a laissé tout son matériel chez nous et c'est plus pratique plutôt que de déplacer les pommes. On a les tonneaux et on fait ça à la ferme. Et on fait bon. La problématique sur le cidre, c'est que dans le Calvados, tout le monde a du cidre. Donc c'est plus dur à valoriser si on ne l'emmène pas, on va dire, dans une autre région. Donc on en a fait un peu plus que ce qu'on fait maintenant, parce que l'idée c'est que ça se vend pas tant que ça et c'est dur à valoriser. Et par contre le jus de pomme, il se vend plus facilement. Donc on a commencé à faire du jus de pomme. Par contre, pour le jus de pomme, il faut choisir les variétés appropriées, parce que c'est un verger cidricole. Et si on prend des pommes acides pour faire du jus de pomme, ça fait un truc un peu amer qui est pas facile. J'ai fait un petit graphe sur le jus de pomme. C'était pour montrer qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait notre jus de pomme, comme on n'est pas, c'est pas notre atelier principal, on le fait de manière artisanale et on sous-traite une partie. Et du coup, notre prix de revient aujourd'hui, quand on met du coup les pommes, notamment la partie pasteurisation en violet, et la logistique, l'étiquetage, et ainsi de suite, on arrive à 2,40 €. Alors que si j'allais chez un voisin qui vend des bouteilles de jus de pomme pour faire de l'achat-revente, il me les vendrait à 1,90 €. Du coup, ça questionne et en même temps, on a envie d'avoir notre jus de pomme quand les gens viennent à la ferme et qui traversent tout le verger pour entrer, ils se disent ben c'est dommage de ne pas avoir son propre jus de pomme. Donc c'est un questionnement, mais c'est une réflexion qui montre que vouloir tout faire, c'est pas toujours rentable. Donc, en plus du verger existant, nous, on a planté des pommiers et aussi d'autres arbres fruitiers. On a aussi planté des haies pour un peu structurer l'espace. Et on a fait une haie fruitière qu'on voit sur la photo. Donc ça, c'était à la plantation et ça, c'est maintenant. Après avoir du coup acheté des arbres fruitiers déjà greffés, c'était quand même un coût. Du coup, à chaque plantation, chaque saison, c'était plus de 1 000 € d'arbres. On s'est dit, ben, pourquoi pas acheter des porte-greffes et les greffer nous-mêmes. Donc à partir de 2022, on a acheté des porte-greffes qu'on a greffés en 2022, 2023, 2024. Et cette année, du coup, on les a plantés. Donc à droite, on voit la pépinière d'arbres. Et là, c'est les pommiers qu'on a plantés, toutes les greffes qu'on réussit. Et ensuite, on a voulu pousser le bouchon un peu plus loin. On s'est dit, bah, pourquoi pas partir des graines, enfin des pépins. Du coup, on a le marc de cidre, on l'a épandu sur une planche, c'est la photo qu'on voit là-bas, et on a du coup des francs, des arbres qu'on va venir greffer plus tard. Et la photo du dessous, on s'essaye au raisin. Donc on a planté à peu près 100 pieds de vigne
sur un des jardins maraîchers qui était le moins, on va dire, le moins profond, avec des sols un peu plus caillouteux. Mais du coup, ça, c'est plus expérimental, parce qu'il n'y a pas vraiment de retour sur la vigne en Normandie. Voilà, du coup, je passe sur les poules pondeuses. Donc les poules pondeuses, on a démarré avec quelques poules pour nous. On s'est dit, on voudrait vendre des œufs. On a pris une quarantaine de poules, mais on n'a pas pris des poules de compétition. On a pris un peu toutes les races de poules, des Sussex, des Landaises, ainsi de suite. On voulait un peu de la couleur et tout ça. Et on s'est dit, on va pas acheter du grain Indus, on va aller chercher chez les céréaliers du coin pour les nourrir avec du grain local, et ainsi de suite. Donc on avait nos 40 poules qui pondaient avec un taux de au mieux 60%. Donc c'était un peu limite et pas très rentable. Donc on s'est dit, bon, bah, comment font les voisins? On allait voir les voisins, ils ont tous des poules rousses, en fait, qui ont des numéros de génétique hyper choisis, qui produisent à fond. On a fait un poulailler assez structuré avec des perchoirs, tout le monde à la même hauteur, personne ne se bat, pas d'hierarchie. Des pondoirs où on a un ramassage avec une petite manivelle. Et du coup, les 100 poules, on les a nourries avec du grain plus industriel. Et là, c'est sûr qu'on arrive à des taux de ponte de plus de 90%. Donc, clairement, l'atelier est beaucoup plus rentable. Et du coup, là, derrière le poulailler, on voit le parc. Donc, on leur a fait un parc de 2500 mètres carrés. Donc, clairement, on les a mises bien, les poules. Et du coup, elles nous le rendent bien. Bon, comme on est un peu pressé par le temps, je ne rentre pas dans trop de détails, comme il y a l'atelier cet après-midi. Pour finir sur la diversification, quand on s'est installé, moi j'avais un peu le rêve de la ferme, donc je voulais des animaux. Donc première année, j'ai acheté des brebis, on les a mis à la repro. L'année suivante, on en avait 5, on en a eu 10, on en a eu 15, et puis à un moment, il faut quand même limiter la chose, du coup on a réduit, et là on a à peu près 8 mères, donc 8 brebis allaitantes, et on a environ 14-15 petits par an. Donc qu'on valorise, ou on vend les agneaux sur pied. En général, les femelles partent pour de la repro, et les mâles, on les valorise en viande pour nous. Je vais terminer avec quelques chiffres, du coup, pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que représente la diversification dans notre système. Donc les légumes, on voit que c'est quand même majoritaire, et tout le reste représente à peu près la moitié. Donc on a un peu plus de 30 000 euros et un peu moins de 30 000 euros sur le reste. Et j'ai un petit graphe qui représente un peu le temps de travail. Donc c'est un peu complexe peut-être à regarder comme ça, mais il y a 2-3 infos à passer. Donc là, on voit en rose, c'est madame, en bleu, c'est moi, en vert, c'est les aides extérieures. Donc c'est juste pour dire qu'on fait partie d'un programme de ferme d'avenir. On reçoit ce qu'on appelle des compagnons et qui viennent sur la ferme sur la grosse période de maraîchage. Et c'est ce qu'on voit un peu en vert dans les aides extérieures. Ensuite, là, on voit de la répartition du travail en fonction des différents postes. En fait, quand on est arrivé sur la ferme, on a décidé de mesurer notre temps sur tous les ateliers parce que j'avais un peu des doutes sur certains temps passés. Et du coup, on a nos temps relevés depuis l'install. Et donc, clairement, pour ne pas se battre entre nous, on a chacun choisi des spécialités. Donc ma femme, elle est sur le maraîchage clairement à 60%. Et moi, je fais beaucoup moins de maraîchage. Je suis plus sur les gros ateliers, enfin les gros chantiers. Et on me retrouve du coup sur la partie animaux. Et on a un atelier qu'on pourrait nommer atelier, c'est les travaux, parce qu'on est sur une ancienne grosse ferme laitière avec beaucoup de bâtiments à entretenir. Et il y avait aussi les serres à monter, le système d'irrigation, tout ça. Du coup, la part travaux est importante. Et du coup, ce que je voulais montrer également, ça c'est la répartition sur une année du temps de travail avec les différents ateliers. Et ce qu'on voit ici, c'est que du coup, l'atelier brebis avec les agneaux tombe un peu avant le maraîchage. Donc les agnelages, on a décidé de les avoir en février. Donc on a la grosse saison de maraîchage et on termine avec la saison de pommes. Donc ça permet de répartir la charge, ce qui est bien en termes de diversification. Et du coup, par contre, ça rajoute aussi une saison plus longue. Du coup, une saison maraîchère qui se somme avec les pommes, avec les agneaux. Donc ça a un plus et aussi des inconvénients.
dernier graphe, c'était pour montrer le rapport entre le temps de travail et le chiffre d'affaires. On voit que si on regarde temps de travail versus chiffre d'affaires, il n'y a pas une corrélation directe. On dirait que le maraîchage, on passe plus de temps par rapport à ce que ça nous rapporte. Mais si on regarde temps de travail versus marge brute, on voit que là, on a une proportion qui est corrélée. C'est pour dire que le maraîchage, il y a beaucoup moins. Nous, dans notre système à nous, on a beaucoup moins de charges. Du coup, on fait les semis, on fait tout de A à Z. Alors que sur les autres ateliers, par exemple, Arbo, on sous-traite le ramassage. Sur les poules pondeuses, le grain, c'est un gros coût sur le coût de l'atelier. Et du coup, il y a beaucoup plus de charges. Mais l'un dans l'autre, on voit que ça se tient. Et peut-être le petit point à insister sur l'arboriculture, tout le temps qu'on y passe les premières années, ça ne nous rapporte rien. Et du coup, le principe de l'arboriculture, c'est qu'en général, on plante pour nos enfants et on récolte ce que nos parents ont planté. Mais comme ça a été un peu cassé avec les systèmes actuels, on a perdu un peu ça. Nous, on a la chance d'avoir un verger qui est productif aujourd'hui et on passe du temps sur un verger qui n'est pas productif pour demain. On en profitera peut-être un peu, mais pas autant que les générations futures. Voilà. C'était peut-être un peu long. Bien, merci Madi. Bon, donc, on va peut-être passer par la visio, non? On va commencer. Je ne sais pas si l'autre intervenant il n'est toujours pas là. Bon, c'est pas grave, hein, il va arriver. Donc bonjour à tout le monde, désolé de ne pas pouvoir être en présentiel. Là, je suis jeune papa depuis un mois, donc c'est compliqué de venir. J'espère que je ne serai pas trop fatigué pour la présentation. Donc je vais vous présenter la ferme de terre. Donc c'est notre ferme à nous quatre. Donc on est 4 collègues. Donc je vais vous présenter un peu les détails, mais en gros pour faire simple, au début on était 2, on s'est installé en 2021 avec Laurent. On était sur une parcelle donc qui est à Montoison, donc dans la Drôme. Et après l'année d'après, donc en 2022, on a continué à être à 2. Et en 2023, on s'est associé en fait avec un collègue. Donc ça, on est en cours de création de GAEC avec lui. Et là, c'est une parcelle qui est à Livron-sur-Drôme. Donc là, sur ce petit graphique, ce petit tableau, là, vous voyez la répartition des ventes. Donc en fait, nous, sur le thème de la diversification, nous, on est surtout, en fait, on essaye de diversifier nos pratiques et aussi diversifier nos ventes. Donc voilà, vous voyez, on a une répartition qui est quand même assez diverse. On voit quand même que les biocoop, ils nous prennent quand même beaucoup de notre chiffre d'affaires de légumes. Mais du coup, on a essayé, et on essaye de plus en plus de développer la commercialisation via les paniers. On a un site internet, etc. Le marché, voilà, on essaye d'avoir plusieurs clients pour sécuriser. On se rend bien compte que tout miser sur un client, ça facilite le travail. On a beaucoup moins de complexité dans les organisations de notre emploi du temps. Surtout à 4, c'est moins simple, mais c'est moins résilient. Donc voilà, on essaye de se diversifier. Nous, on essaye aussi de diversifier notre temps de travail, donc les tâches qu'on fait. Parce que voilà, on a un peu tous envie, voilà, on travaille entre amis, hein, on est des copains aussi avant d'être des collègues. Et du coup, notre objectif, c'est quand même d'essayer d'avoir un métier qui est agréable, de travailler dans des conditions confortables. Et c'est pourquoi on essaye de diversifier les tâches. Donc, on essaye d'avoir pas mal de légumes différents. On a lancé un atelier aussi de poules pondeuses. Donc, les poules pondeuses, je pourrais pas en parler trop longtemps parce que mon temps est limité. Ouais, j'ai l'habitude de parler beaucoup, mais en gros, on a des poules qui sont des poules de réforme. Donc, c'est un peu ce que le collègue tout à l'heure expliquait. C'est sûr que c'est pas très rentable. On fait pas beaucoup pour la rentabilité. On fait plus pour la diversification, la résilience. Donc nous, on prend des poules de réforme qui ont 18 mois à peu près. Donc elles pondent moins, elles sont autour des 60% que tu disais tout à l'heure justement. Et on les a mis sous un verger de fruitiers qui lui-même est diversifié. Donc là, on a l'idée justement d'avoir tout type de fruitiers, donc ceux qui aiment l'eau, ceux qui aiment le sec, ceux qui aiment le froid, qui aiment le chaud. Aussi pour s'adapter au changement climatique et aux météos qui peuvent varier. Et on a dans l'idée, le plus possible, dans les prochaines années, d'installer des serres pour aussi éventuellement faire des agrumes, des légumes qui vont aimer encore plus la chaleur,
Et donc voilà, encore rajouter de la diversification dans ces ateliers-là. Les derniers chiffres d'affaires, donc vous voyez, ils sont, on va dire, ils augmentent rapidement, c'est normal, hein, comme je vous disais, on est passé de 2 UTH à 2,5 et aujourd'hui on est même 4, voire 4,5 en fonction des stagiaires, etc. qu'on accueille. Donc voilà, ça et le BE, c'est à prendre avec des pincettes parce que notre ferme, elle est encore en création, en évolution. Donc on est encore en train d'améliorer en fait le système, donc c'est normal que ça croisse. Mais en gros, notre objectif, voilà, c'est d'être autour des 120 000 pour, en gros, notre objectif, nous, c'est de gagner à peu près les SMIC en travaillant 35 heures semaine. Donc cette année, on a fait un peu plus parce que c'est une grosse phase d'installation, plus cet été hein, surtout. Mais voilà, les 35 heures, nous, c'est un objectif parce qu'on a tous des familles et on aimerait pouvoir arrêter autour des 35 heures semaine. Donc on fait moins en hiver et on fait souvent un peu plus en été. En été, on est plus à 45 et en hiver, on est plus à 30 quoi, pour simplifier. Donc voilà, là je vous montre sur mes diaporamas un petit peu les deux parcelles qu'on a. Donc ça, c'est celle à Livron-sur-Drôme. Donc c'est la plus grande et on voit ici à peu près 3 hectares de SAU. Donc ça, c'est une photo du début de l'année. Et là, c'est la première année en fait ici où on cultivait. Donc voilà, on a apporté pas forcément beaucoup de matière encore. On voit il y a un gros andin de compost de déchets verts là, il y a 150 tonnes. Mais cette année, on a surtout fait avec le reliquat des engrais verts qui avaient été mis les années d'avant. Donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques là, mais un petit peu après. Et ça, c'est l'autre parcelle, donc c'est celle de Montoison. Donc c'est la première qu'on a eue avec Laurent justement quand on n'était que deux. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant pour nous de diversifier les zones de production parce que pour le coup cette année à Montoison on a pris la grêle et du coup on a perdu tout le plein champ et ça a troué les serres. Donc si on n'avait pas diversifié les zones de production cette année, ça aurait été une énorme catastrophe. Donc on est bien content d'avoir justement diversifié ça aussi. Et on voit ici que là c'est conduit de manière on va dire plutôt bio-intensive. Donc comme je vous disais, on diversifie aussi les pratiques. Donc en gros, on utilise des techniques de maraîchage sol vivant pur, c'est-à-dire on ne travaille pas du tout le sol. On va aussi faire des techniques de bio-intensif, mais parfois on va aussi faire des techniques où on va travailler le sol avec des techniques un peu plus maraîchage bio classique. Donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai des itinéraires techniques. Mais en gros, voilà, on a quand même pas mal de mécanisation, donc surtout pour cette partie-là, on va dire où le sol est un peu plus travaillé. Après, voilà, n'ayez pas peur, on essaye de travailler le sol le moins possible, mais on n'est pas des dogmatiques et voilà, comme tout le monde ici, j'espère. Et donc si on trouve que le sol il s'est compacté pour X raisons, surtout que là on est dans les premières années, eh ben ça va pas nous déranger de passer un cultivateur pour décompacter. Et si on trouve que l'engrais vert il s'est dégradé doucement sous les bâches d'ensilage par exemple, et qu'on a besoin qu'il se dégrade plus vite, eh ben on va l'enfouir au rotovator sur 5 cm et on va bien dormir quoi. Et on sait qu'on n'est pas en train de détruire le sol. Donc voilà, on essaye aussi de diversifier les techniques pour justement avoir un ensemble de techniques qui sont adaptées à la météo de l'année, à la pluviométrie de l'année, au type de légumes qu'on fait et au temps de travail aussi qu'on a de disponible pour ces cultures-là. Parce que comme je vous le disais, on essaye d'avoir un temps de travail qui est raisonnable. Et par exemple, cette année, on a installé voilà, de l'irrigation, des serres, etc. Et forcément, on a eu moins de temps pour gérer les cultures, donc on a plus simplifié certains itinéraires et on a plus mécanisé certains itinéraires, quoi. Voilà, je pense que je suis clair, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire dans l'idée. Après, voilà, moi, je propose aussi des stages d'initiation à la permaculture depuis des années. Voilà, moi, ça fait depuis 8 ans que je suis installé. Avant, j'étais sur 1000 mètres carrés cultivés. Donc, c'était un truc tout petit en bio-intensif. Et voilà, pour moi, les principes de permaculture, c'est un truc qui me semble vraiment essentiel. Donc, je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais voilà, je vous montre juste cette diapo où il y a les principes de perma et je vous invite à vous renseigner en tout cas sur ce que c'est. Donc voilà, pareil, j'ai conscience que la permaculture, ça peut être parfois aperçu comme un dogme ou une religion. Donc moi, je suis très loin de ça. Pour moi, c'est vraiment des outils et des principes qui sont super. Et dans l'organisation de notre travail, dans les choix qu'on fait, etc., ça nous aide beaucoup. Donc voilà, je vous invite, là c'est les principes de perma de David Holmgren par exemple qui sont listés là. Voilà, je vous invite à vous renseigner sur ces sujets. Mais en tout cas, nous, ça nous aide beaucoup et je sais que ça participe à la réussite du projet, en tout cas depuis le début. Alors là, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule un petit peu notre manière de travailler avec les méthodes, oui, non, un peu. Et voilà, pour vous montrer que, comme je vous dis, nous, on va travailler le sol, mais un peu.
Et après, sinon, on est plutôt quasiment que dans du oui, à part pour l'usage de phyto, où pareil, on essaye d'en avoir le moins possible. Alors quand je dis phyto, en gros, les deux trucs qu'on utilise, c'est de l'anti-limace, un peu comme tout le monde, hein. Surtout pour quand on travaille avec des magasins, c'est compliqué de faire l'impasse sur ça. Et cette année, on a utilisé un peu de BT parce qu'on voulait pas mettre de filet sur le chou. Et voilà, on a eu un petit peu de pyrale, donc voilà, on utilise un petit peu de BT. Mais sinon, on essaye voilà de pas utiliser de phyto. Et sur les méthodes, en général, on essaye comme je vous dis, de toutes les avoir. On essaye d'avoir le panel de méthodes le plus grand possible. Donc, on utilise des F1 et des non-F1, des variétés de population. On fait de la mécanisation et on a des choses qui sont sans mécanisation. On a des couverts végétaux, mais c'est pas tout le temps systématique. Des fois, on utilise juste une jachère ou juste un paillage végétal ou juste un paillage plastique. On apporte de la matière organique, mais pareil, si c'est nécessaire. Donc, on va plutôt essayer de faire ça avec des couverts végétaux. Mais si on voit que le sol, il nécessite, entre guillemets, de la matière organique, ben, on va en apporter. Pareil pour l'utilisation des plastiques, on essaye, comme tout le monde, d'en avoir le moins possible, parce que ça ne fait pas plaisir d'en avoir. Mais si ça nous fait gagner du temps, ça nous aide à produire, etc., bon, ben, on va les utiliser. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une méthode qu'on essaye d'appliquer à tous nos choix. Donc là, je vais vous présenter quelques exercices techniques pour finir. Donc là, on est sous abri. Donc ça, c'est une des serres à Montoison. Donc en gros, on en a 2500 mètres carrés de serre à peu près. À Montoison, on en a 2000 et on a 500 mètres carrés à Livron. Et on aimerait en avoir plus justement pour pouvoir avoir plus de diversification aussi, surtout en hiver, et faire du primeur. Et là, bah là, on voit par exemple que c'était une fin de culture qu'on a laissé s'enherber. Donc ça, c'est un truc qu'on fait souvent. On appelait ça pour rigoler engrais vert in situ, mais en gros, c'est une jachère qui pousse sur place. Hein. Après, il y a une culture. Et sous serre, ça va vite. Donc souvent, quand on finit une culture, bah, on la laisse un peu s'enherber. Et avant que ça graine, on vient bâcher. Et là, on vient de retirer la bâche. On voit qu'il y a un chien qui est en train de manger les campagnols. Donc ça, on en a plusieurs à la ferme et ça nous aide beaucoup parce que c'est un des problématiques qu'on a hein, en EV. Et chez nous, on en a aussi. Et voilà. Et souvent après, donc là, soit on vient planter directement, si c'est une culture qui est ce qu'on appelle plutôt espacée chez nous, donc plutôt des courges, des choux, des trucs comme ça. Et si c'est une culture qu'on va faire plutôt en intensif, et ben là, on va venir soit mettre une toile tissée pour planter à travers, donc en laissant le couvert végétal comme ça en dessous, soit, comme je vous l'ai dit, on va venir le broyer et l'intégrer au sol si on a besoin que le sol soit plus propre pour soit faire du semis ou soit des plantations. Mais en tout cas, le bâchage, nous, c'est quelque chose. Je pense que c'est un des meilleurs outils qu'on a sur la ferme et c'est un de ceux qui nous fait gagner plus de temps parce que ça va faire un faux semis en préventif. Voilà, parce que les graines vont germer en dessous. Et du coup, la culture va être beaucoup plus propre par la suite. Ça, pour nous, je pense que c'est un des meilleurs outils. Donc là, par exemple, c'est pareil, il y avait une culture. Donc je pense que là, il devait y avoir des concombres, si je ne dis pas de bêtises. Et donc quand on a fini, bah, on enlève les toiles tissées, parce que pour le coup, les concombres, ils étaient sur des toiles tissées, parce que ça augmente la productivité. Et là, on revient nourrir le sol. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait régulièrement. Alors surtout sous abri, où ça produit plus, ben, du coup, on va apporter plus de matière. Et voilà, on a un vieux coucou, un vieux tracteur, un Massey Ferguson là, qui est de 73. Et là, avec une benne, on amène au creux comme ça du compost, puis du fumier, enfin du fumier puis du compost. Si on a besoin de ramener beaucoup de matière organique. Mais des fois, on va ramener que du fumier, des fois, on va ramener que du compost, et des fois, on ramène rien du tout, on fait que avec le reliquat. Ça, c'est un autre truc qu'on fait souvent. Alors pareil, sous serre, on va avoir beaucoup de toiles tissées parce que on trouve que c'est beaucoup de travail de gérer les serres, ça s'enherbe beaucoup. Donc soit on fait un bâchage très long avant, soit on utilise des toiles tissées, soit même les deux. Mais voilà, parfois on fait des associations de culture sur toile tissée, donc comme là on voit à gauche, concombre salade, ça c'est un truc qu'on fait, qui marche assez bien. Mais voilà, on essaye d'avoir des serres qui sont couvertes en plein de toile tissée, surtout en hiver, bah, parce que ça réchauffe le sol, donc ça augmente la productivité, et surtout en printemps-été, parce que ça s'enherbe. Donc en fait, c'est plutôt en intersaison, on arrive à pas avoir trop de plastique sous serre, mais quand même avec le temps, on se dit que c'est quand même pas mal d'en avoir souvent. Et après, on essaye si on a laissé un plastique longtemps, de faire une culture qu'on va venir semer parce que ça va être propre. Donc ça, je vais vous l'expliquer après dans les rotations de culture. Ça, c'est un truc qu'on fait pas mal aussi. Les semis, on les fait sur compost de déchets verts parce que bah, ça nous permet d'avoir à la fois semis, enfin à la fois, pardon, couvert organique et paillage, quoi. Donc ça nous permet d'avoir un sol qui est propre et de pouvoir gérer la culture facilement, de la semer facilement. Et c'est pas pour autant qu'on va pas bâcher avant. Donc souvent on met du compost, on bâche, comme ça nous permet d'avoir une culture qui est propre.
Là, c'est un test qu'on a fait cette année. Donc c'est François Mully qui nous a inspiré par ces essais. Mais voilà, en gros, là, on a fait du haricot, du concombre et on a semé du trèfle en couvert permanent. Et après, on l'a tondu. Alors pour le coup, on l'a plutôt géré à la débroussailleuse. C'est un test qui était plutôt concluant. Je trouve que le trèfle et le concombre sont bien dévoyés. Il y a du melon aussi à droite. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on a encore des expériences à faire, mais j'ai l'impression quand même qu'en productivité, c'est un peu moindre quand même. Malgré un sol, là, pour le coup, il y avait eu un apport massif de compost de déchets verts. Donc voilà, en phase de test. Comme je vous disais, on teste, on aime bien s'entraîner. Et voilà, donc ça, c'est un exemple de rotation qu'on fait, alors surtout en plein champ, mais qu'on va essayer de standardiser partout, parce qu'on a l'impression que c'est ce qui est le plus simple et qui permet d'avoir un sol riche sans amener beaucoup de matière organique tout le temps. Donc en gros, pour faire simple, la première année, on fait une culture sur toile tissée. Là, je vous ai mis des exemples de comment on gérait ces cultures-là. La deuxième année, on va faire une culture sur sol nu. Alors je mets des guillemets parce que en général, il reste des reliquats, du compost de l'année dernière, des paillages ou des engrais verts des années précédentes. Donc le sol, il n'est pas sans matière organique non plus, mais on va pas mettre de couvert. Et là, on va plutôt faire les cultures dont je vous parlais, donc plutôt les poireaux, les pommes de terre, les choux, les oignons. Là, on va venir planter à la machine, donc à la planteuse, entretenir à la herséterie et à la buteuse, bineuse, quoi. Donc là, c'est plus du maraîchage classique. Mais du coup, on a conscience que ça va abîmer le sol. Donc, on va repartir sur une restauration de sol et de la création de matière organique, soit en apportant de la matière organique, soit en faisant un engrais vert ou une jachère irriguée, ce qui, pour nous, en fait, revient un petit peu au même. Pourquoi irriguer? Parce que bah, on est quand même dans le sud de la France, hein, on est dans la Drôme, et il fait bien chaud et sec chez nous en été. Donc, ça permet en fait de maximiser le taux de matière organique qu'on va créer sur place grâce à ces engrais verts ou cette jachère. Et de ça, donc ça va durer 15 mois, alors que les autres cultures, donc 1, 2, ça va durer plutôt 6 mois. Donc le fait que ça dure 15 mois, ça va permettre en fait, la majorité du temps, ça va être en restauration. Donc c'est pour ça que ça nous permet de gérer, d'après les calculs qu'on a pu faire, ça nous permet de gérer, en fait, de stabiliser le taux de matière organique, même en travaillant le sol. C'est-à-dire que sans apporter beaucoup de matière organique, donc pas tous les ans, eh ben, on arriverait, pour le moment c'est purement théorique, hein, mais on arriverait à avoir un taux de matière organique qui reste stable, voire qui augmente, parce qu'en fait, on n'a qu'une culture tous les 4 ans où le sol est travaillé, il est travaillé un peu, mais il est travaillé. Et les autres années, ouais, ok, ça marche, bah, je finis. Voilà, et après, on repart sur cette rotation-là, donc c'est une rotation sur 3 ans, quoi. Et justement, j'allais conclure, donc c'est parfait. Bah, pour aller plus loin, donc nous, on a une chaîne YouTube où on partage un petit peu bah, ce qu'on fait. Donc voilà, vous pouvez mettre la ferme de terre sur YouTube, où vous verrez un peu notre ferme. Donc l'année dernière, on avait fait un vlog toutes les semaines où on montrait ce qu'on faisait. Donc voilà, on aime beaucoup partager. Moi, ça fait depuis 2017 que je donne des stages d'initiation à la permaculture, au maraîchage solvant. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, vous pouvez me contacter. Nous, on fait ça à prix libre parce qu'on veut que tout le monde puisse venir. Donc si ça vous donne envie, bah venez. Et on accueille également des stagiaires. Donc on a pas mal de sollicitations. Du coup, on accueille plutôt des stagiaires qui sont soit en BPROA, soit en BTS, enfin, qui vont se professionnaliser dans le métier. Mais on aime beaucoup partager, donc voilà. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez venir en apprendre plus. Eh bien, bonjour, moi je vais vous présenter la ferme du Barlin. Alors, on pourra revenir sur la page, la carte d'identité de la ferme à la fin. Je sais que c'est normalement la page de présentation, mais comme finalement la présentation en elle-même consiste à reparler un peu de tout ça, on va aller assez vite sur le concret. Juste en quelques points de ce que je me propose d'évoquer avec vous, contexte pédoclimatique, effectivement, un petit tour d'horizon. Alors j'ai mis THEOR, c'est un acronyme qui veut dire on va parler un peu technique, humain, environnemental, organisationnel, réglementaire ou administratif, on peut dire. Un petit brief sur mes techniques culturales, comment je gère le froid, parce qu'en fait c'est un peu un sujet chez moi. Handicap et perspective et la question du MSV. Donc contexte pédoclimatique, je ne sais pas si ça se voit très très bien. Ouais, si quand même, on voit qu'on est en montagne. Donc montagne vosgienne, Fréland, c'est vallée de Kaysersberg. Et moi, je suis 300 mètres au-dessus de Fréland. Donc en vrai, c'est 800 mètres d'altitude. C'est du granit,
Donc le granit qui se désagrège, ça donne du sable. Le sable granitique, c'est très acide, donc c'est un pH à 5 au départ. Un taux de matière organique qui est très élevé, parce que c'était une ancienne prairie que j'ai récupérée. Et donc on a en moyenne 5,5 de matière organique, mais ça bouge pas quand la température moyenne du sol est à 4 degrés. Il se passe pas grand-chose. Et puis, c'est pas eux qui sont chez moi, c'est moi qui suis chez eux. En fait, je veux parler du gibier. Il y a de fortes populations, c'est des bonnes chasses là-bas, donc il y a aussi de fortes populations de gibier. En l'occurrence, cervidés, cerbiches, chevreuils, un peu sangliers, chamois un petit peu aussi, et puis après mustélidés, mais ceux-là c'est plutôt des alliés que des concurrents sur l'aspect culture. Ok, donc 800 mètres, assez vite ça devient comme ça. Alors il y a quelques années où on a un peu moins de neige, mais moi ça fait 5 ans que j'y suis. Les 5 ans c'était comme ça au moins pendant, allez, au minimum un mois, durant l'hiver. Au max j'ai déjà eu 3 mois par période de 1 mois, puis ça fond, puis ça se réinstalle 2 mois, puis ça fond, puis ça se réinstalle 10 jours. Mais bon, faut quand même composer avec la neige. Faut pas se dire ouais, j'achète un tunnel sans protection, ça va le faire. Le jour où il neige, je passe un coup de balai. C'est un peu osé. Et puis bon voilà, 800 mètres c'est une chose, mais aussi c'est Panténor. Donc là, je vis mes derniers jours de soleil jusqu'à février prochain. Pour donner un peu des chiffres, là on est entre le 15 octobre et le 1er novembre, je suis à moins de 5 heures de soleil quand il fait beau, hein, par jour. Et au 1er novembre, c'est 0 minutes, puisque la pente de la montagne est supérieure à l'angle du soleil. Donc, il n'y a plus de soleil. Et ça revient au 5 février. 5 février, c'est genre, hop, putain, 1 minute de soleil. Et puis, on commence à avoir quelque chose de raisonnable, de nouveau, au 20 février, par là. Bon, après, je veux pas trop noircir le tableau, il faut quand même se dire que entre le 15 octobre et ce 20 février, de toute façon, on a moins de 10 heures de soleil par jour, même en pleine. Donc la photopériode, elle est super ralentie, elle est basse, et donc la croissance des végétaux est de toute façon aussi hyper ralentie. Donc c'est un handicap, mais pas trop. Et la troisième photo, pour parler de la source d'eau, il n'y a pas de nappe. En montagne, il y a des ruisseaux, des sources, etc. Mais il n'y a pas la nappe, hein. En tout cas pas la nappe d'Alsace. Donc pas de source d'eau pérenne. Et la photo que vous voyez, c'est un bassin que j'ai fait construire. Alors petit tour d'horizon, pleine forêt, on l'a vu. Flore et faune sauvage, il y en a énormément. En spontané, c'est l'aquilée qui pousse, c'est le millepertuis, c'est un peu la reine des prés. C'est ce genre de plante. Arnica, j'en ai installé une, elle se sent très bien. Donc, vous voyez, ça correspond vraiment à de la plante de montagne. Moi, ce qui me parle et comment j'ai développé la ferme, c'est vis-à-vis de principes permaculturaux. Je ne sais plus laquelle je dois montrer. Voilà. Je crois qu'on va rester là. Et en particulier, il y en a certains principes qui me parlent bien. La notion de complexifier le système, la notion de jouer sur les effets de bordure, la notion d'un élément. On va y venir, par exemple, une terrasse. Vous voyez déjà sur les photos que c'est construit en terrasse. Un élément va devoir pouvoir accomplir plusieurs fonctions. La notion de redondance des systèmes, on a parlé de l'eau. Oui, il y a des sources, mais il y a aussi une bassine, mais il y a aussi un torrent au fond, mais il y a aussi, enfin voilà, plusieurs solutions. Alors c'est là que la vidéo est censée marcher. Ah, je peux pas jouer sur le... Non. Ouais, mais normalement, ça devrait... je devrais pouvoir vous avancer jusqu'à une 50aine de secondes pour qu'on la voie dans l'autre sens, la ferme. Mais bon, on fait tourner et puis tant pis. Sinon, c'est pas grave. On voit quand même quelque chose. Sinon, ça fait tout changer à chaque fois. Ou juste comme ça. Ouais, je vais faire juste comme ça, après je refais F5. Merci. Voilà. Dans le bon sens, c'est plus simple. C'est quand même plus sympa. Bon, je vais pas cliquer tout de suite parce que j'ai peur qu'elle saute sinon. Donc voilà,
ça ressemble à ça vu du ciel. On est à 10 minutes du village. Moi, je vois absolument aucun vis-à-vis. Donc, cadre idyllique. Mais être à 10 minutes du village et 30 minutes de Colmar, bah, c'est aussi ça de délai en plus pour les appros et pour les livraisons. Hop, et maintenant, comment j'y retourne? Ouais. Pour parler des humains qui vivent dans cette ferme, ben, moi-même, je suis marié, j'ai une petite fille. Dans ma vie d'avant, j'étais pompier et depuis 5 ans, j'habite là et 3 ans, je suis venu avec ce projet-là. Hein. Et depuis 3 ans, maraîcher. Et en activité principale et unique d'ailleurs. On a fait quelques préparations les années d'avant et puis depuis 2022, je vis de cette production de légumes. Alors en 2020-21, il y a eu énormément de travaux de terrassement. La culture se fait en terrasse. De création de chemins d'accès pour être mécanisable à 100%, d'installation d'irrigation sur 100% des parcelles, de clôture de 100% du terrain. Alors il y a 1 hectare 6, ça fait 600 mètres de clôture. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais il fallait le poser une fois pour être tranquille vis-à-vis de la question du gibier. Pour parler encore de nouveau un petit peu de moi, j'ai un bon goût du challenge. Vous le verrez au cours de la présentation. Je m'estime assez bon technicien et bon, là je suis servi parce que à chaque fois il faut inventer une nouvelle machine, un nouveau système pour trouver une solution vis-à-vis d'un nouveau questionnement. Et puis je suis très attaché aux valeurs de durabilité et si j'y suis venu, comme je disais, c'est pas mon premier métier, donc c'est aussi par souci de l'environnement et le besoin de faire sa part. Et je m'y retrouve au quotidien en faisant ça. Alors, il y a qui d'autre? Ma femme travaille pas sur la ferme, elle a une activité annexe, mais j'essaye toujours d'avoir plus ou moins un stagiaire ou un salarié saisonnier ou un coup de main ponctuel ou une visite ou autre, ce qui fait qu'on est globalement 2, plus ou moins tout le temps sur la ferme. Sur le plan technique, il y a 12 terrasses. Elles font chacune 1 art 5, donc c'est 30 mètres de long par 5 mètres de large. Tout est accès en machine, tout est irrigué. Il y a 3 tunnels permanents de 50 mètres carrés, c'est les petits qu'on voit là tout à gauche. Et 3 grands tunnels d'1 art 5, ils font 30 mètres de long, c'est celui qu'on voit sur la droite et il y en a 2 autres plus loin qui sont pas sur la photo. Globalement, je m'estime plutôt bien équipé en termes de mécanisation. Et mes 2 alliés les plus précieux, là, c'est les 2 qu'on voit à photo centrale pour la gestion de la matière organique, hein, des apports d'amendement. Donc, tracteur et chargeur frontal et motoculteur benne. Et la benne est motrice parce que sinon, on n'arrive jamais à remonter les pentes, notamment quand c'est un peu gras. En termes d'organisation, je vends en direct à 70%. Je fais du maraîchage diversifié, donc, puisque avoir seulement 5-6 légumes dans les paniers, ça convient pas aux gens. Donc, voire même en essayant de tendre vers l'originalité. Là, les photos que j'ai mises, c'est des trucs de chez moi. Je sais pas si ça vous parle. Ça, c'est de la camerise. Ça, c'est un navet jaune Petrovski, donc navet de printemps, et endive un petit peu. Mais bon, c'est pas le gros de mon chiffre d'affaires. Malgré tout, c'est des petites originalités que je trouve sympas. Et sur le point de vue administratif, actuellement, je suis en micro-BA, TVA au réel et en entreprise individuelle. Peut-être réflexion vers une ARL à partir de l'année prochaine. Voilà, sur le plan technique, pour ceux qui connaissent, je pense que oui, ça sent le bio-intensif en fait. Je dirais qu'au-delà de Jean-Martin Fortier, qui a fait connaître, on va dire, cette technique-là, j'ai 3 autres sources d'inspiration. Sepp Holzer, qui est un permaculteur de montagne. Grâce à ces idées-là, on va dire, j'ai façonné l'aspect macro.
Coleman et Fortier, pour l'aspect bio-intensif, planche permanente, 75 cm de large, on va cultiver au plus dense possible. Et Moreau et Daverne, c'est des maraîchers parisiens qui ont écrit un livre en 1843, pour ceux ça parle de la culture maraîchère à Paris en 1843, qui eux-mêmes étaient ceux qui ont inspiré Fortier et Coleman. Et eux, ils sont vachement forts dans la contreplantation, le forçage des cultures. Donc, en termes de gestion du froid, il y a beaucoup de choses à apprendre chez eux. Et Coleman aussi, qui notamment avait fait un bouquin sur la culture des légumes en hiver. Je vais intensifier vraiment au max la durée moyenne d'une planche au moment où, enfin, d'une planche libérée entre la récolte et la replantation, hormis plein hiver. Ça veut dire fini déjà? Ok. Hormis plein hiver, ça dure 2 jours en moyenne. La plupart du temps, quand je m'organise bien, c'est arracher le matin, replanter l'après-midi. Donc, en termes de planif, c'est très très serré. Je fais pas d'engrais verts, pas de paillage grossier. Je travaille le sol de manière régulière, légèrement, mais je le travaille. Et je fais des apports de matière organique très réguliers. De manière, sauf accident ou sauf justement en gros coup de bourre, il y a de la MO tout le temps. Et j'exporte tous les résidus parce qu'il faut que ce soit de nouveau propre. Notamment, par exemple, planche centrale pour semer des carottes. Si tu veux le faire en 12 rangs avec le petit semoir qui va bien, il faut que la planche soit très très propre. Ça, je pense qu'on peut peut-être passer parce qu'il faut aller vite. Principe structurel, ouais. Pour la gestion du froid, on va aller très vite. Il y a évidemment des voiles, mais aussi les serres qui sont mobiles. Ça me permet de gagner du temps. Je vais quand même dire un mot, on les a bougés avant-hier, les serres, là. La culture d'été, elle va jusqu'au 15 octobre. Au 15 octobre, on arrache les tomates, les concombres, enfin les légumes ratatouille, et boum, on bouge la serre. Ça parle déjà certainement à un certain nombre de gens. Et on va sur les mâches, sur les épinards, sur les verdures asiatiques, sur les salades, sur potentiellement un essai de carottes en hiver, etc. Qui, notamment en mâches, épinards, etc., sont bientôt prêts à récolter. Donc, je peux quand même récolter même si j'ai un gros paquet de neige. Alors, ça m'est déjà arrivé de récolter, la photo est super sombre là, mais c'est de la carotte fan et elle est potable, même sous 20 cm de neige. Les voiles doublées, ils tiennent assez bien pour lever, pas plus que 20, mais jusqu'à 20 cm, on arrive. Et derrière, c'est pas gelé. Et sinon, je fais aussi des châssis sur couche chaude. Ça, c'était un essai qu'on a fait avec un stagiaire de l'UHA. Et on a réussi en février 2023 à avoir un 22 degrés moyen dans la couche avec un -2 moyen sur les 28 jours du mois de février 2023. Et donc, en termes d'efficacité de pépinière, c'est pas mal. Ça, c'est les tunnels que je disais temporaires, là, au centre. Et puis là-bas, c'est les mobiles. Voilà. Bon, j'arrête la vidéo là, mais vous avez vu que ça bouge. Handicap, perspective. Handicap, j'ai froid. Au printemps, il y a 6 semaines de décalage, hein, j'estime, entre chez moi et la plaine. Or, en voiture, ça fait 20 minutes. Alors, les gens, ils veulent pas attendre 6 semaines avant d'avoir les légumes primeurs. Donc, il faut arriver à compenser. La distance, évidemment. Donc, il faut rationaliser les ventes, les circuits, à la fois d'approvisionnement et d'écoulement. J'entendais parler avant de campagnol, moi je suis servi aussi, vraiment, vraiment. Alors je piège, j'ai des chats, des perchoirs et tout ça, mais suffit pas. J'en suis à rouvrir les clôtures pour favoriser les mustélidés, parce qu'il y en a, renards notamment, mais je sais plus si c'est fouine ou martre, ou les deux, enfin. Et peut-être voir pour un furet. Il paraît que ça pourrait marcher, mais j'ai pas essayé encore. Perspective, améliorer certaines cultures où je galère quand même encore un peu, notamment sur les pissenlits, céleri, oignons, ce genre de choses. Encore un peu améliorer la planif puisque j'ai pas trop de référentiel. Hein. Il faut tout réinventer vis-à-vis de mon calendrier à moi. Et puis de nouveaux ateliers vers l'arbo, la volaille, etc. Alors vers le MSV, ce que je fais déjà, du bâchage, du paillage au compost de déchets verts, un travail du sol que j'estime léger. De la planche permanente, de la production de BRF. Mais voilà, je me questionne quand même parce qu'à chaque fois que je passe un coup de fraise ou quoi, déjà je vois pas trop de vers de terre, mais je pense que c'est aussi du fait que je bosse que sur du sable, alors ils aiment moyen, même si j'y vais avec de la MO.
Et je sais pas comment, si je faisais un vrai paillage au sens matière organique non décomposée, comment gérer un semi-haute densité, comment augmenter l'intensité de production, comment lutter contre le retard de réchauffement. Alors s'il faut tout le temps enlever et remettre, c'est presque pas gérable. Et cette niche à prédateurs, pas à prédateurs sur les cultures, hein, je parle des limaces et campagnols, qui me posent vraiment question. Donc voilà, je suis un peu peut-être le contre-modèle du jour, mais j'ai été invité pour ça, parce que moi, je me pose la question de comment aller un peu plus vers cet aspect MSV, sans pour autant perdre ce que j'estime être des avantages en termes de productivité que propose ce modèle bio-intensif. Voilà, merci. Désolé du dépassement. Ben, tu peux nous rejoindre, Julien, si tu veux. Bon, on est un petit quart d'heure de questions-réponses avant la pause. C'est pas mal. On est dans les temps. Donc, on va faire circuler le micro. Oui, n'hésitez pas à lever la main, que je Voilà. vous identifie et que je vous passe le micro. Et toutes ces belles fermes, je pense qu'il y a des questions qui vont arriver. Pas de questions? Là-bas. Après, une question. Bonjour, Xavier Dubreuil, conseiller en maraîchage. J'avais une question à poser à Jérémy, puisque tu nous décris une amélioration du sol que vous avez remarqué d'un point de vue couleur, etc. Tu as parlé de TCO, tu as parlé de lacto, hein, de N. En fait, moi, je m'y retrouve pas. Je suis impressionné par l'augmentation du pourcentage de matière organique qu'il y a chez toi, puisque en gros, tu es hors modèle, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des restitutions de matière organique liées à ton système, en théorie, je dis bien en théorie parce que je suis pas en train de contester, mais à me poser des questions. En théorie, c'est pas possible d'augmenter autant le pourcentage de matière organique. Et donc, est-ce que, puisque visiblement tu es bien documenté, est-ce que tu as une explication à tout ça? J'avoue qu'au départ, quand on a reçu les résultats d'analyse, j'ai mis un peu de temps à en discuter, à en parler, parce que j'étais aussi assez surpris. Donc on a d'abord regardé s'il n'y avait pas des erreurs. Mais bon, après, c'était globalement, alors toutes les parcelles n'ont pas fait plus 2, mais la moins bonne était à plus 1,33 quoi, sur 4 ans. Quand on met ça sur la méthode 4 pour 1000, on est sur du 150 pour 1000, quoi, finalement. Donc, on a un peu cherché et je me suis dit, est-ce que... Et en gros, il y avait des producteurs, parce que là, on s'est inspiré quand même de méthodes diffusées notamment par des Allemands, hein, Naser et Wenz, Dietmar Naser et Friedrich Wenz, et ils avaient déjà mis en application ça chez des agriculteurs autrichiens dès les quelques années avant, dès 2015. Et en fait, ils avaient les mêmes évolutions, même certains qui étaient un petit peu meilleurs, ceux qui avaient encore de l'élevage sur les fermes et qui arrivaient vraiment bien à valoriser aussi leurs effluents d'élevage. Moi, dans mon système, je dis pas qu'il faut plus du tout apporter de compost, hein, au contraire, on pourrait. Et nous, dans des sols qu'on reprend là sur la deuxième partie de la ferme, on rapporte du compost de manière assez plus importante. Alors quand je dis massive, chez nous sur la grande culture, c'est 10-15 tonnes maximum à l'hectare. Mais là, pour moi, l'explication principale, alors ce qui nous manque là, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est des analyses pour définir aussi les types de matières organiques qu'on a produits, quoi. Moi, je pense qu'on est quand même sur une phase, c'est mon hypothèse, hein, de quelque chose quand même d'assez labile, hein, mais pour produire un humus stable, il faut aussi produire de la labile. Pour moi, c'est vraiment une augmentation de l'activité biologique. L'activité biologique, en fait, c'est le réseau trophique du sol, hein, c'est toute cette chaîne alimentaire. Donc c'est elle qui va permettre aussi de faire de l'autofertilité, mais c'est aussi celle qui va permettre d'augmenter les taux d'humification. Et quand on regarde aussi de la biblio, souvent on a tendance à dire plus on a des C sur N élevés, plus on va rentrer du carbone effectivement dans le sol. Mais souvent c'est beaucoup moins efficient, des C sur N élevés ont des humifications moins efficientes que des C sur N plus faibles, où l'efficience d'humification est plus importante. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus riche en sucre. Et la biologie du sol, le sucre principal avec lequel elle se nourrit, c'est le carbone liquide, les exudats racinaires. Donc c'est pas forcément illogique.
plus vous voulez qu'un apport de matière organique soit efficient en termes d'humification, plus il doit être proche son sirène doit être proche de celui du sol. Et après, l'idée, c'est aussi de diversifier, c'est-à-dire de mettre des engrais verts un peu plus diversifiés. Et dans notre approche, c'est d'utiliser aussi des éléments d'inoculation, parce que finalement, c'est ça, en fait, l'inoculation d'activité biologique peut être aussi différente, quoi. Et les thés de compost vont être plus, nous, on va pas les utiliser, c'est pareil, on a à nouveau ce rapport à la matière. Nous, on peut pas mettre 1 mètre cube de thé de compost à l'hectare, c'est pas possible, c'est ingérable. Donc, on travaille avec des petites doses de 70 litres. Mais là, on va être plutôt dans la stimulation de l'activité photosynthétique. Alors tout ça aussi, tous ces résultats sur la ferme sont aussi accompagnés. On capitalisait aussi sur les travaux que mon père avait déjà fait. Il avait arrêté déjà le labour et tout depuis 20 ans, donc les sols fonctionnaient déjà un petit peu mieux. Mais c'est aussi accompagné de l'arrêt total de toute chimie de synthèse, hein. Donc que ça soit les fertilisants minéraux de synthèse qui vont sûrement avoir des effets diffus. Je trouve que le travail du sol, souvent, il a un effet un instant T. Mais parfois, dans nos sols hydromorphes, il va plutôt remettre de la structure et repartir sur des bonnes conditions du sol. La chimie ou les engrais, on ne sait pas, ça va durer, ça va diffuser pendant des mois et sûrement casser un peu ces processus qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, les hypothèses, c'est vraiment cette augmentation de matière d'activité biologique, et c'est notamment justifié par, c'est pour ça que j'ai parlé du phosphore, par exemple, qui se retrouve sans aucun apport. On a fait plus 80% sur la part disponible du phosphore, qui était sûrement présent sous forme bloquée dans le sol. Et la profondeur de travail de sol, finalement, chez toi? Bon, on n'a plus de semelles de labour dans nos champs, donc c'est vraiment d'habitude 20 cm maximum. Après l'hiver dernier, sur des chantiers d'arrachage de carottes, on s'est enfoncé un peu plus profond parfois. On a peut-être dû y aller un peu plus profond, mais sinon, la fissuration, elle se fait jamais au-delà de 20 cm de profondeur. Et les couverts végétaux, ils sont tondus avant d'être incorporés? Comment ça marche? Alors, ouais, souvent quand ils sont très développés, par exemple au printemps, s'ils ont 1 mètre 50 de haut, on les broie. Et en même temps qu'on les broie, on passe tout de suite cette fraise qui va les scalper. Donc ça, la fraise, elle a la double utilité, c'est-à-dire les mettre dans les 3, 4, 5 premiers centimètres du sol et en même temps faire un scalpage qui a une efficacité de pouvoir passer sur une autre culture, quoi, de casser le couvert. Et donc on broie et on apporte les ferments en même temps qu'on passe la fraise. Oui, donc j'en profite. Et les ferments, à ce moment-là, t'apportes quel litrage à hectare? Entre 130, 150 litres, c'est-à-dire que on n'est pas trop regardant, on n'a pas de débit proportionnel à l'avancement, donc on met une certaine pression. Ça dépend le chauffeur après comment il appuie sur les gaz. S'il est un peu plus pressé, il en met un peu moins. S'il est un peu moins pressé. Est-ce que tu as comparé, pour nous partager un peu, la vitesse de dégradation de ton couvert végétal nouvellement broyé avec et sans ferment pour voir est-ce que tu as une vitesse de différence, enfin une différence de vitesse de dégradation? Alors à l'œil nu comme ça, on a déjà fait des tests. On voit pas grand-chose, hein. Ok. Où ça? Il y avait une question là-haut? Ah. D'autres questions peut-être pour d'autres intervenants aussi? Ah. Désolée, c'est toujours pour le même intervenant. J'avais une autre question complémentaire à te demander. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta rotation? Parce que tu as dit que tu faisais une rotation avec les légumes, les grandes cultures, etc. Est-ce que tu retournes des pailles? Les couverts végétaux, ils viennent à quel moment? Ouais, donc on a une rotation en termes de culture, grande culture. Donc l'idée aussi aujourd'hui, c'est au départ, quand on est parti sur notre système bio, on connaissait pas tout. On connaissait jamais tout, mais on y connaissait moins bien. Donc on a tendance à rester sur les cultures qu'on connaissait, qu'on avait déjà fait en conventionnel. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'augmenter la rotation. Donc aujourd'hui, rien qu'en système de grande culture, on est sur à peu près une approche d'une dizaine de cultures. Et les parcelles, on va avoir les légumes, ça va pas être toutes, hein, parce que je vous montrais, c'était 7 hectares à peu près. Donc sur le site où on l'a, c'est à peu près 10% de la SAU arable, ou comment on dit parfois labourable, même si on la laboure pas. Et donc ça va être souvent les parcelles proches aussi au niveau logistique des hangars. Mais c'est rare qu'il y ait 2 légumes qui suivent sur une parcelle. Là, cette année, par exemple, on a des courges derrière des carottes de l'année dernière.
Mais souvent, dans notre approche grande culture, on essaye d'avoir 2 cultures d'été, 2 cultures d'hiver. Et par exemple, les carottes qui vont être le gros aspect des carottes, c'est vraiment la partie des herbages. Bon, de plus en plus, on tend à les mettre derrière 2 cultures d'hiver pour baisser un peu la pression la présence des adventices. Mais il y a pas de règle, il y a pas de dogme c'est souvent on regarde comment fonctionne la parcelle aussi. On sait que dans certains types de sols, ça marche un petit peu mieux à force de voir des choses aussi. Souvent, les pommes de terre, on essaye de les mettre assez rapidement derrière des luzernes qui sont en rotation aussi pour le retour, vraiment avoir des gros retours d'azote. Voilà, il y a plein, mais c'est en constante évolution. Notre système est pas très vieux avec assez peu de retours, mais globalement, on essaye quand même de mettre les cultures de printemps, donc les légumes de printemps, derrière des situations où il y avait quand même 2 cultures d'hiver, donc souvent des pailles, ou alors carrément des luzernes quand il y a besoin de beaucoup d'azote. Céleri aussi, plutôt derrière des luzernes. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vous propose de faire une pause. Une petite pause et on va se donner quoi? Un petit quart d'heure? 10 minutes. 10 minutes. Intransigeante.